Qu'est-ce qui pousse une fille à ouvrir la porte de sa maison au meurtrier de ses propres parents? C'est une question qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, et pourtant, elle a résonné dans le monde entier au début des années 2000. Aujourd'hui encore, elle suscite l'étonnement, le débat et de nombreuses théories. Il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. Les Richthofen étaient aperçus comme un modèle de réussite. Un père ingénieur, une mère psychiatre, des enfants bien élevés, une maison confortable dans un quartier chic. Aux yeux des voisins, ils menaient une vie stable, paisible, presque parfaite. Mais derrière les murs de cette élégante résidence se cachait une sombre histoire qui allait se terminer par l'un des crimes les plus brutaux et les plus commentés de l'histoire. Dans la nuit du 31 octobre 2002, alors que le monde entier célébrait Halloween, une véritable tragédie se déroulait dans le sud de São Paulo. Ce matin-là, Manfred et Maricia von Richthofen furent assassinés dans leur sommeil. Le plus choquant n'était pas seulement la violence des coups qui ont ôté la vie au couple, mais la découverte de celui qui avait laissé entrer les meurtriers, leur propre fille, Suzanne, alors âgée de seulement 18 ans. Avec son petit ami, Daniel Cravignos, et son frère, Christian, elle avait planifié et mis à exécution un projet qui a secoué non seulement sa famille, mais aussi la confiance de toute une société en ce qui est considéré comme le lien le plus sacré, celui qui unit les parents à leurs enfants. À partir de ce moment-là, le Brésil s'est retrouvé plongé dans une atmosphère d'incrédulité. Comment une jeune femme issue de la haute bourgeoisie, qui avait accès à une vie aisée et prometteuse, a-t-elle pu prendre part à un acte aussi cruel, par amour pour l'argent ou par pure rébellion? L'affaire n'a pas seulement fait la une des journaux et des émissions de télévision, elle a aussi confronté la société à un miroir dérangeant. Dans quelle mesure connaissons-nous réellement ceux qui partagent notre quotidien? Au cours de ce récit, nous allons au-delà de la nuit du crime et combler les lacunes qui, à ce jour, laissent encore planer le doute. Nous reviendrons sur le contexte de cette tragédie, explorerons les conflits familiaux, retracerons étape par étape la mise en œuvre du plan et comprendrons comment l'enquête a démasqué un faux cambriolage. Nous lèverons le voile sur les coulisses du procès qui a ému tout un pays, en montrant comment Suzanne, Daniel et Christian ont été condamnés. Et nous décrirons les conséquences qui perdurent plus de 2 décennies après. Préparez-vous à plonger au cœur d'une histoire de passion, de trahison et de cupidité familiale, un véritable scénario qui prouve que la vie peut parfois être bien plus sombre que n'importe quelle fiction. Mais avant de continuer, je vous demande aimablement de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo, et laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez. Nous aimons connaître nos amis qui nous regardent et voir jusqu'où les histoires que nous racontons ici peuvent aller, et si elles interpellent les gens aujourd'hui. Commençons. Les rôles de la famille Richthofen. Le contexte d'une tragédie. Pour comprendre l'ampleur de ce crime, il est crucial de savoir qui étaient les victimes et dans quel environnement Suzanne a grandi. La famille Richthofen était, jusqu'à ce moment-là, un symbole de stabilité et de réussite. De l'extérieur, tout semblait parfait. Derrière les murs de leur élégante maison dans le quartier de Brooklyn à São Paulo, vivaient 4 personnes. L'ingénieur Manfred, la psychiatre Maricia, leur fille aînée Suzanne et leur plus jeune fils, Andreas. Une famille de la classe moyenne supérieure, respectée, qui allait devenir le protagoniste de l'une des pages les plus sombres de l'histoire criminelle brésilienne. Manfred Albert von Richthofen était un homme strict, discipliné et fier de ses origines. Descendant d'une famille allemande traditionnelle, il avait une solide carrière d'ingénieur et avait participé à de grands projets d'infrastructures comme la rocade Rodoanel de São Paulo. Respecté dans son milieu professionnel, il était décrit à la maison comme une personne exigeante qui maintenait la famille dans un cadre de conduite très strict. Pour lui, les études et la réputation étaient des priorités absolues. Cette attitude rigide a fini par créer des tensions avec sa fille adolescente qui cherchait la liberté dans un monde différent de celui que son père avait idéalisé pour elle. Maricia von Richthofen, quant à elle, compensait la sévérité de son mari par sa sensibilité. Psychiatre dévouée, elle était perçue comme intelligente, affectueuse et à l'écoute de ses enfants. Bien qu'elle soit également ferme sur ses principes, elle essayait de comprendre les conflits de sa fille, cherchant souvent à faire le pont entre Suzanne et Manfred. Elle représentait le pilier émotionnel de la famille et incarnait une vision de bienveillance, tant professionnelle que maternelle. Le choc de sa mort brutale a secoué non seulement l'image de la famille, mais aussi la communauté médicale, où elle était très respectée. Le plus jeune, Andreas, était encore adolescent lorsque la tragédie a frappé. Intelligent et prometteur,
Il admirait ses parents. La nuit du crime, il a été épargné de voir la scène, ayant été emmené hors de la maison par sa propre sœur sous prétexte de le protéger. Ce geste, aussi contradictoire soit-il, montre que Suzanne avait encore conscience de l'impact que cet acte aurait sur son frère. Le traumatisme qu'Andreas a subi a été dévastateur. Du jour au lendemain, il a perdu ses parents et découvert que sa sœur, son point de référence le plus proche, était impliquée dans le crime. Et au centre de tout, il y avait Suzanne Louise von Richthofen, la fille aînée. Une jeune femme de la haute société, scolarisée dans de bonnes écoles, ayant accès au voyage et au confort. De l'extérieur, rien dans sa vie ne laissait présager de frustration ou de raison apparente de se rebeller. Pourtant, en même temps, Suzanne portait en elle un malaise. Elle se sentait étouffée par les règles qui lui étaient imposées. Et lorsqu'elle a rencontré Daniel Gravignos, elle a découvert un monde totalement différent de celui dans lequel elle avait été élevée. De cette relation allaient naître des conflits qui s'intensifieraient peu à peu jusqu'à culminer en meurtre. Pour les voisins et les amis de la famille, les Richthofen étaient un exemple de réussite. Manfred et Maricia étaient vus lors d'événements sociaux et respectés pour leur carrière professionnelle. Rien ne laissait soupçonner que, au sein de la maison, il y avait des tensions latentes, des discussions sur la liberté, les choix personnels et l'avenir de Suzanne. Cette dualité entre l'image publique parfaite et les dilemmes privés est l'un des points les plus frappants de l'affaire. Après tout, comment une famille en apparence si bien structurée a-t-elle pu devenir le théâtre d'une si grande tragédie? Comprendre qui étaient les parents et l'environnement dans lequel vivait Suzanne permet d'expliquer non seulement les tensions qui ont mené au crime, mais aussi la commotion nationale. La mort de Manfred et Maricia n'a pas été seulement la perte de deux personnes respectées. Ce fut la destruction d'un symbole, l'idée que les foyers de bonnes familles, protégés par des murs hauts et des standards sociaux, sont à l'abri de l'horreur. C'est là que réside l'essence du choc provoqué par ce crime. Il a brisé l'imaginaire collectif de la sécurité familiale. Une fille qui avait tout ce dont beaucoup rêvent, des parents présents, une stabilité financière, des opportunités, a été capable de réduire en cendres cette structure. C'est précisément dans ce contraste entre l'image de la perfection et la brutale réalité de ce qui s'est passé que se trouve la force de cette affaire. C'est aussi à ce stade que notre récit s'approfondit. Pour comprendre comment la relation de Suzanne avec Daniel Gravignos, un petit ami désapprouvé par les parents, est devenue l'étincelle qui a allumé tout ce qui semblait être un équilibre. Ce sera le sujet du prochain chapitre, la relation interdite. La relation interdite. S'il y a eu un point de rupture entre Suzanne et ses parents, il s'appelait Daniel Gravignos. La relation a commencé à la fin des années 90, alors que Suzanne n'était encore qu'une adolescente, et s'est intensifiée au point de devenir le centre de sa vie. Pour elle, Daniel ne représentait pas seulement le premier grand amour, mais aussi un monde complètement différent de celui dans lequel elle avait été élevée. Alors que les Richthofen menaient une vie de classe moyenne supérieure, entourée de règles, de planification et d'une préoccupation constante pour leur réputation, Daniel venait d'un milieu plus simple. Lui et son frère, Christian, n'avaient pas le même niveau de vie et, selon les témoignages de l'époque, étaient impliqués dans la drogue et de petits problèmes financiers. Pour les parents de Suzanne, cette relation était une grave erreur, un risque pour l'avenir de leur fille. Le choc des réalités a rapidement tourné au conflit. Manfred et Maricia considéraient Daniel comme une mauvaise influence, un jeune homme sans ambition claire qui pourrait entraîner Suzanne sur un chemin d'instabilité. Pour Suzanne, cependant, Daniel était l'exact opposé de ce que ses parents décrivaient. Il était une promesse de liberté, d'aventure, d'amour sans limite. Plus ses parents essayaient de l'éloigner de lui, plus elle se rapprochait. Peu à peu, cette relation s'est transformée en un mur invisible dans la maison des Richthofen. Les conversations tournaient autour de disputes, d'interdictions, des noms constants que Suzanne entendait. Il y a eu des discussions sur le fait qu'elle arrête ses études, sur la possibilité d'emménager avec Daniel et même sur le partage des biens de la famille. À un moment donné, Suzanne a demandé à son père de lui acheter une maison pour vivre avec son petit ami. La réponse a été négative, ferme et catégorique. Dans ce contexte, la relation a pris un tour plus sombre. Au lieu de se résigner aux interdictions, Suzanne est devenue encore plus proche des Gravignos. Elle a commencé à fréquenter leur maison, où les mêmes règles strictes ne s'appliquaient pas. Daniel et Christian ont vu en elle non seulement une jeune femme amoureuse, mais aussi une chance d'ascension sociale et d'accès à une vie qui jusqu'alors leur semblait lointaine. Au fil du temps,
Le trio a formé un groupe soudé, presque complice. Pour Suzanne, c'était l'occasion de s'affranchir du contrôle parental. Pour Daniel, c'était l'opportunité de maintenir sa relation sans contrainte et en même temps de tirer des bénéfices qu'il n'avait jamais eus. Christian, pour sa part, semblait attiré à la fois par la loyauté envers son frère et par la perspective d'un gain financier. Les parents, malgré leurs efforts, n'ont pas pu arrêter l'évolution de cette relation. Pour eux, Daniel était un obstacle à l'avenir prometteur de leur fille. Pour Suzanne, ses parents étaient un obstacle à l'amour qu'elle considérait comme sincère. Cette tension s'est intensifiée en 2002, atteignant un point insupportable. Chaque jour, les disputes à la maison devenaient plus fréquentes. Ce genre de dynamique n'est pas rare dans les histoires de famille. Des parents qui interdisent, des enfants qui se rebellent, des amours qui se renforcent précisément en raison de la résistance qu'ils rencontrent. Mais dans le cas de Suzanne, l'addition de ces facteurs a créé la tempête parfaite. La relation interdite a cessé d'être une simple querelle domestique et est devenue le carburant de quelque chose de bien plus grave. C'est à ce moment-là que l'affaire a commencé à prendre un caractère tragique. D'un côté, nous avons une fille tiraillée entre sa famille et son petit ami, et de l'autre, l'influence grandissante de Daniel et bientôt de Christian sur les décisions de Suzanne. Ce qui aurait pu n'être qu'une histoire d'amour adolescent contre la volonté des parents a commencé à se transformer en un récit de haine, de ressentiment et finalement de planification d'une mort. Ainsi, ce qui semblait au départ n'être qu'une passion de jeunesse interdite est devenu le détonateur d'un crime brutal. Suzanne a commencé à voir ses parents non pas comme des tuteurs, mais comme des ennemis de son bonheur. Daniel, de son point de vue, ne pouvait ni perdre sa relation ni renoncer à la vie qu'il voyait s'ouvrir devant lui. Et Christian, attiré par la promesse d'argent facile et la loyauté envers son frère, a accepté de s'engager sur cette voie. Ce triangle, formé par l'amour, la rébellion et l'ambition, allait devenir la base sur laquelle a été construit le plan de meurtre qui a ébranlé le Brésil. Et c'est ce plan, élaboré dans le secret, que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Le plan macabre, le procès, le Brésil, face à la justice. Le procès Richthofen est devenu un véritable spectacle médiatique, un tribunal à ciel ouvert, suivi par des millions de Brésiliens devant la télévision, la radio et dans les journaux. C'était en 2006, 4 ans après le crime, que Suzanne von Richthofen, Daniel et Christian Cravinhos ont finalement été jugés. La salle d'audience du jury de São Paulo était bondée de journalistes, de curieux et d'experts en criminologie, tous suivant attentivement chaque détail, chaque geste, chaque mot. L'accusation a présenté l'affaire comme un crime de sang-froid, calculé et motivé par la cupidité. Selon l'accusation, Suzanne a planifié la mort de ses parents pour se débarrasser de leur autorité et obtenir un accès immédiat à un héritage d'1 million de dollars. Daniel, le petit ami, a agi en tant qu'exécuteur, avec son frère Christian, motivé à la fois par la relation avec Suzanne et par la promesse d'une vie de luxe. Le procureur a qualifié le crime de l'un des plus choquants jamais vus dans le pays, soulignant le caractère de trahison familiale et l'absence de tout remords. La défense, en revanche, a tenté d'humaniser les accusés. Dans le cas de Suzanne, on a plaidé qu'elle avait été manipulée par Daniel et qu'elle vivait dans un environnement familial oppressant, en particulier sous l'influence de son père, Manfred. La stratégie était de construire l'image d'une jeune femme vulnérable, sous l'emprise de son petit ami, et non d'un esprit criminel. Les avocats des frères Cravinhos ont cherché à réduire leur peine, soulignant que bien qu'ils aient participé au meurtre, ils n'étaient pas les auteurs intellectuels. Pendant le procès, le public a assisté à de nombreux moments choquants. Des témoins ont décrit les habitudes de la famille, les conflits internes et le comportement de Suzanne dans les jours qui ont précédé le crime. Un point clé a été le sang-froid, avec lequel elle a mené sa vie après la mort de ses parents, se rendant dans des motels, des centres commerciaux, et même rendant visite à des amis, comme si de rien n'était. Cela a joué en sa défaveur aux yeux du jury. Les médias ont joué un rôle décisif. Les retransmissions et les gros titres ont non seulement informé, mais aussi façonné la perception de la société. Suzanne a été présentée comme la fille qui a tué ses parents, et dans de nombreux médias, comme une sorte de méchante calculatrice et séductrice. Les magazines et les émissions de télévision ont analysé l'affaire dans les moindres détails, créant une atmosphère de roman policier. L'intérêt du public était si grand que des files d'attente se formaient devant le tribunal à chaque nouvelle audience. En fin de compte, le verdict a été sévère. Suzanne von Richthofen a été condamnée à 39 ans et 6 mois de prison. Daniel a reçu la même peine et Christian
une peine légèrement inférieure, de 38 ans et 6 mois. La sentence a été accueillie par un mélange de soulagement et d'indignation. Soulagement pour ceux qui pensaient que justice avait été rendue. Indignation, car l'histoire d'une fille impliquée dans le meurtre de ses propres parents a mis à nu une blessure profonde dans l'imaginaire social brésilien. À quel point peut-on faire confiance à l'intérieur de sa propre maison? Le tribunal n'a pas seulement condamné 3 personnes. Il a également condamné la narration d'une famille idéale qui, en réalité, cachait des tensions et des choix sombres. L'affaire Richthofen est devenue une loupe pour réfléchir à la relation entre la jeunesse, l'argent, le pouvoir et la fragilité morale. Conséquences et répercussions. L'écho sans fin d'un crime. L'affaire Richthofen ne s'est pas terminée avec la sentence de 2006. Au contraire, le verdict a ouvert la voie à une nouvelle phase de débat, de répercussions sociales, de suites juridiques et de transformation dans la vie des personnes impliquées. Plus qu'un crime, la tragédie est devenue un tournant culturel et juridique au Brésil, constamment rappelé comme l'un des épisodes les plus choquants de l'histoire criminelle du pays. Juste après la condamnation, la société s'est divisée entre ceux qui pensaient que la peine était juste et ceux qui la trouvaient trop clémente. Après tout, pour un crime aussi brutal, beaucoup s'attendaient à des peines encore plus sévères. Cette discussion a ravivé le débat sur le rôle du système pénitentiaire brésilien. Est-il possible que des personnes capables d'une telle atrocité puissent un jour être réintégrées dans la société? Suzane, après avoir été transférée à la prison de Tremembe, dans l'état de São Paulo, est devenue une figure énigmatique. Pendant des années, sa vie derrière les barreaux a été suivie par la presse et le public, comme si elle était un personnage de telenovela. Des reportages ont révélé qu'elle travaillait dans un atelier de couture, étudiait et participait même à des projets au sein de la prison. Il y a eu des moments où elle a gagné en visibilité, gagnant la confiance des gardiens de prison, et d'autres où elle a cherché à obtenir des bénéfices, comme le régime semi-ouvert. Les sorties temporaires, accordées par la loi aux prisonniers ayant un bon comportement, ont toujours suscité la controverse. Chaque fois que Suzane était photographiée en dehors de la prison, que ce soit dans des centres commerciaux, des magasins ou en train de se promener dans la rue pour la fête des mères ou la fête des pères, les images se propageaient rapidement, provoquant l'indignation. Pour beaucoup, il était inacceptable que quelqu'un condamné pour le meurtre de ses parents puisse profiter de moments de liberté, même si c'était légalement justifié. Les frères Cravinhos n'ont pas non plus échappé à la surveillance. Daniel, le petit ami, a tenté de se construire une vie discrète après avoir obtenu la progression de sa peine, mais n'a jamais cessé d'être rappelé comme le partenaire de Suzane dans le crime. Christian, en revanche, a eu plus de mal à rester en dehors des feux de la rampe, rencontrant des problèmes supplémentaires avec la justice au fil des ans. Tous deux portent encore le poids de leur nom associé à l'un des plus grands scandales du Brésil. D'un point de vue juridique, l'affaire Richthofen est devenue une référence dans les facultés de droit et de criminologie. Elle est souvent citée comme un exemple de parricide, le meurtre de ses propres parents, et de la façon dont les facteurs psychologiques, sociaux et économiques peuvent s'entremêler dans un acte de violence extrême. Les experts débattent encore aujourd'hui pour savoir si Suzane était le cerveau principal du crime ou si sa vulnérabilité émotionnelle l'a amené à être manipulé par les Cravinhos. Dans la sphère culturelle, l'impact a été énorme. Le crime a inspiré des livres, des documentaires, des pièces de théâtre et, plus récemment, des films qui ont présenté différents points de vue des personnes impliquées. Ces productions ont divisé les opinions. Certains pensent qu'elles aident à mieux comprendre la complexité de l'affaire, tandis que d'autres estiment qu'elles transforment une vraie tragédie en un spectacle médiatique. Quoi qu'il en soit, elles confirment que l'intérêt du public n'a jamais cessé. Les répercussions ont également touché l'imaginaire collectif. L'affaire Richthofen est devenue un avertissement permanent. Ce qui semble parfait ne l'est pas toujours en réalité. La famille, perçue de l'extérieur comme un modèle de la classe moyenne supérieure, cachait des tensions, des conflits, et une jeune femme qui, aux yeux de la société, a troqué l'affection de ses parents contre la promesse d'argent et de liberté. La question qui résonne depuis 2002, comment une fille a-t-elle pu ouvrir la porte de sa maison au meurtrier de ses propres parents, reste sans réponse définitive. Et après plus de 20 ans, l'affaire suscite encore des discussions. Sur les réseaux sociaux, chaque nouvelle concernant Suzane rallume l'indignation collective. Pour beaucoup, elle symbolise la rupture d'un pacte moral fondamental, la confiance entre parents et enfants. Pour d'autres, c'est un exemple de la façon dont un crime peut devenir une marque indélébile
qui accompagne non seulement les personnes impliquées, mais toute la société qui en a été témoin. Ainsi, les conséquences du crime des Richthofen ne se limitent pas aux peines de prison. Elles s'étendent à la mémoire collective, à la culture populaire, aux études universitaires et au débat éternel sur la justice, le pardon et la nature humaine. Ce fut un crime qui non seulement a détruit une famille, mais a aussi exposé au Brésil et au monde les ombres qui peuvent habiter même les foyers les plus parfaits. Portrait psychologique des impliqués, entre amour, haine et cupidité. Comprendre l'affaire Richthofen nécessite plus qu'une simple description du crime et de ses conséquences. Il est nécessaire d'examiner les profils psychologiques des principaux acteurs, Susanne von Richthofen, Daniel Cravignos et Christian Cravignos. Après tout, la question qui résonne depuis 2002 est la suivante. Qu'est-ce qui pousse des personnes si jeunes, en apparence ordinaires, à commettre un crime aussi brutal contre ceux qui leur ont donné la vie ou leur ont offert leur amitié? Susanne von Richthofen, la fille qui a trahi ses parents. Susanne a été décrite comme une jeune femme belle, intelligente et bien élevée, issue d'une famille traditionnelle de la classe moyenne supérieure à Sao Paulo. Elle étudiait le droit, fréquentait de bonnes écoles et avait accès à des voyages et à des luxes dont de nombreux adolescents rêvaient. Cependant, derrière l'image de la bonne fille, se cachait un monde de tensions. La relation de Susanne avec son père, Manfred, était marquée par des conflits. Il était strict, contrôlant et désapprouvait la relation de sa fille avec Daniel, qu'il considérait comme quelqu'un qui en voulait à la fortune de la famille. Ce choc, combiné au désir de vivre librement sa relation et de profiter de l'héritage, semble avoir semé la graine de la tragédie. D'un point de vue psychologique, Susanne a été analysée comme une personne ayant des traits de froideur émotionnelle et de calcul. De nombreux experts la décrivent comme une personnalité narcissique, capable de manipuler les situations pour atteindre ses objectifs. Son sang-froid après le crime, se rendant dans des motels, des centres commerciaux et maintenant une routine apparemment normale, a renforcé cette perception. En même temps, les défenseurs de Susanne ont mis en avant l'influence de Daniel comme un facteur déterminant, suggérant qu'elle aurait pu être manipulée par une relation toxique. La ligne entre victime et coupable reste à ce jour floue. Daniel Cravignos. Petit ami passionné ou complice intéressé, Daniel venait d'une réalité différente de celle de Susanne. Issu d'un milieu plus modeste, il a été décrit comme un jeune homme ordinaire, sans grande perspective d'ascension sociale. La relation avec Susanne représentait non seulement une relation amoureuse, mais aussi une entrée dans un monde de privilèges et de richesses. Psychologiquement, Daniel est perçu comme quelqu'un d'animé par la passion, mais aussi par l'ambition. Sa participation au crime ne semble pas être seulement une preuve d'amour, mais aussi une opportunité de changer de vie. En prenant une part active dans l'exécution du meurtre, il a démontré non seulement sa loyauté envers sa petite amie, mais aussi une disposition effrayante à briser les barrières morales en échange d'un avenir prometteur. Le procureur de l'affaire l'a décrit comme un jeune homme qui a confondu l'amour et la possession, et qui a été capable de transformer une relation en un pacte de mort. Le fait que Daniel ait entraîné son propre frère dans le crime montre qu'il n'a pas seulement accepté l'idée de Susanne, mais qu'il a également aidé à la structurer. Christian Cravignos, le frère qui n'a pas hésité, Christian, le frère de Daniel, est souvent vu comme la figure la plus énigmatique de cette histoire. Contrairement à Susanne et Daniel, il n'avait pas de lien direct ou émotionnel avec la famille Richthofen. Néanmoins, il a accepté de participer au crime, attiré par la promesse d'une récompense financière. Son adhésion au plan a révélé un côté pragmatique et froid. Christian n'avait pas de raison personnelle de tuer Manfred et Marisia, mais il a participé à l'entreprise avec un sang-froid effrayant. Ce détail est crucial. Sa participation montre comment la cupidité et l'ambition peuvent être aussi puissantes que la haine ou la passion. Les analyses psychologiques ultérieures l'ont décrit comme ayant une personnalité plus agressive, moins inhibée que son frère. Cela s'est reflété des années plus tard lorsque Christian a de nouveau eu des problèmes avec la loi, ce qui a indiqué une difficulté à éviter les comportements illégaux. Le dangereux triangle. Lorsque l'on combine ces trois profils, une image explosive se dégage. Susanne avec son désir de liberté et d'héritage, Daniel, tiraillé entre passion et ambition, et Christian, animé par la cupidité. Ensemble, ils ont formé un pacte mortel qui a détruit non seulement une famille, mais aussi l'illusion que les foyers de la classe moyenne supérieure sont à l'abri des tragédies brutales. L'aspect psychologique le plus troublant est le manque d'empathie. Ni Susanne, ni Daniel, ni Christian
n'ont montré de compassion pour les victimes pendant l'acte ou dans les jours qui ont suivi. Cette froideur, rapportée dans les dépositions, les témoignages et les preuves du procès, a été décisive pour la sentence et pour la perception du public. Le reflet social. Les portraits psychologiques des personnes impliquées vont au-delà de la simple affaire. Ils sont encore utilisés aujourd'hui dans les débats universitaires pour discuter de sujets tels que l'influence de l'environnement, la personnalité criminelle, la psychopathie et la mince ligne qui sépare la manipulation du choix conscient. Pour de nombreux experts, le crime Richthofen montre que, dans certaines circonstances, la passion, le ressentiment et l'ambition peuvent former une combinaison aussi mortelle que n'importe quelle arme tranchante. L'héritage de l'affaire Richthofen, une blessure qui ne guérit jamais. Plus de 2 décennies ont passé depuis le meurtre de Manfred et Maricia von Richthofen, et l'affaire reste vivante dans la mémoire collective brésilienne. Elle est mémorisée non seulement comme un crime barbare, mais comme un phénomène culturel, juridique et social qui a laissé de profondes marques dans l'imaginaire populaire. L'affaire Richthofen est devenue synonyme de trahison familiale, de jeunesse corrompue et d'une société à la fois fascinée et horrifiée par le mal qui naît au sein du foyer. La permanence dans la mémoire collective. Qu'est-ce qui explique cette permanence? En partie, l'ampleur de la tragédie. Une fille, éduquée, belle, issue d'une famille de prestige, planifiant la mort de ses parents pour être libre et riche. Mais il y a aussi le facteur médiatique. Depuis 2002, les journaux, magazines, émissions de télévision et plus récemment les réseaux sociaux ont fait de l'affaire un sujet constant. Chaque libération temporaire de Suzanne, chaque décision de justice, chaque apparition publique des frères Cravinhos, l'histoire est racontée de nouveau, renouvelant l'indignation populaire. Cette répétition transforme le crime en quelque chose de plus grand que lui-même, une sorte de mythe contemporain. Le nom Richthofen ne se réfère pas seulement à la famille ou à la tragédie elle-même, mais à un symbole, un rappel inconfortable que même dans les foyers apparemment parfaits, des secrets sombres peuvent en naître. L'impact sur le droit et la criminologie. D'un point de vue juridique, l'affaire est encore étudiée aujourd'hui dans les facultés de droit, de psychologie et de criminologie. Elle a servi de cas paradigmatique de parricide, le meurtre de ses propres parents, et a ouvert la voie à des débats sur la nature de la peine, la progression du régime et le rôle des médias dans les tribunaux populaires. Le procès a également montré comment l'opinion publique peut influencer, même indirectement, la perception de la justice. La pression sociale pour une condamnation sévère était immense, ce qui a renforcé les discussions sur la mesure dans laquelle l'exposition médiatique d'une affaire peut affecter l'impartialité des jurés et des juges. La culture populaire et les représentations artistiques. Le crime a inspiré des livres, des pièces de théâtre, des séries et des films. Les productions audiovisuelles, comme A menina que matou os pés, la fille qui a tué ses parents, et O menino que matou meus pés, le garçon qui a tué mes parents, ont cherché à raconter l'histoire sous différents angles, explorant précisément la complexité des relations et la difficulté d'arriver à une vérité finale. Cependant, ces œuvres ont divisé les opinions. Pour certains, elles étaient une occasion de réfléchir à la nature humaine et aux facteurs qui poussent quelqu'un à commettre un crime aussi extrême. Pour d'autres, elles étaient une exploitation sensationnaliste d'une vraie tragédie, blessant la mémoire des victimes. Quoi qu'il en soit, elles confirment que l'affaire exerce encore un charme irrésistible sur la société. Le poids du nom. Un autre aspect de l'héritage est le stigmate que le nom Richthofen porte encore aujourd'hui. Des parents éloignés, des amis et même des personnes sans lien direct ont rapporté avoir subi des préjugés ou des questions gênantes, simplement pour porter le même nom. Cela montre comment un crime peut aller au-delà des personnes impliquées et affecter un cercle beaucoup plus large. Suzanne, quant à elle, même après avoir purgé une grande partie de sa peine et obtenu des avantages juridiques, est toujours principalement mémorisée comme la fille qui a tué ses parents. Peu importe ce qu'elle fait ou où elle est, cette identité l'accompagnera pour toujours. Il en va de même pour Daniel et Christian Cravinhos, qui n'ont jamais pu se libérer de l'ombre de l'année 2002. Les réflexions sociales. L'affaire Richthofen a également déclenché des réflexions sur les valeurs familiales et sociales. La société brésilienne a été forcée de faire face à la fragilité des liens qui sont généralement considérés comme sacrés. L'amour filial, considéré comme universel et indissoluble, a été remis en question face à la brutalité du crime. La question qui ouvre toute discussion sur l'affaire, qu'est-ce qui pousse une fille à ouvrir la porte de sa maison au meurtrier de ses propres parents?
reste sans réponse définitive. De plus, elle a mis en lumière le rôle de l'argent et du statut social en tant que catalyseur de conflits. Le crime a révélé comment l'ambition combinée à la rébellion juvénile et au désir d'autonomie peut se transformer en un détonateur dévastateur. Un crime sans fin. S'il y a quelque chose qui définit l'héritage de l'affaire Richthofen, c'est l'idée que ce crime ne s'est jamais vraiment terminé. Il est encore raconté, débattu, revisité. Il suscite encore de fortes émotions, divise les opinions, alimente les recherches et inspire les œuvres culturelles. En fin de compte, le plus grand héritage n'est pas seulement dans les tribunaux, les prisons ou les livres, mais dans la mémoire collective de tout un pays. L'affaire Richthofen est un miroir dérangeant qui nous force à réfléchir jusqu'où un être humain peut aller lorsque les passions, le ressentiment et les ambitions l'emportent sur ce qui devrait être sacré, la vie et la famille. Réflexion finale. Les leçons et les questions laissées par l'affaire Richthofen ne se limitent pas au crime brutal qui a eu lieu en 2002. Elle va au-delà des dates, des condamnations et des gros titres de journaux. Elle est devenue un miroir troublant de la nature humaine et de la fragilité des liens familiaux. L'histoire de Suzanne, Daniel et Christian n'est pas seulement une question de haine, de cupidité ou de passion. C'est avant tout une réflexion sur les choix, les limites et les conséquences. L'une des leçons les plus frappantes tirées de ce crime est celle de la confiance au sein du foyer. Les parents croient qu'ils connaissent leurs enfants, leur font confiance et les protègent des dangers extérieurs, mais la tragédie des Richthofen a montré que le danger peut venir de l'intérieur. Le parricide, le meurtre de ses propres parents, est l'un des crimes les plus incompréhensibles d'un point de vue psychologique et social, précisément parce qu'il brise une attente fondamentale, que la famille est l'espace le plus sûr pour l'individu. Pour la société brésilienne, cette histoire est devenue un avertissement constant sur la complexité des relations familiales et sur les signaux silencieux de conflits internes qui passent souvent inaperçus. Un autre point de réflexion est le rôle de l'argent, du statut et de l'ambition. Suzanne, élevée dans un foyer de la classe moyenne supérieure, entourée de confort et d'opportunités, a tout de même trouvé des raisons de se rebeller et de planifier un crime extrême. Daniel et Christian, avec leurs propres aspirations et désirs, ont contribué à l'escalade de la tragédie. L'affaire montre comment le mélange d'ambition personnelle, de passion et de ressentiment peut avoir des conséquences catastrophiques lorsqu'il manque d'empathie, de communication ou de limites claires. L'impact du crime s'étend également aux médias et à la société. Dès le début, l'opinion publique a été fascinée par l'histoire, mêlant horreur et curiosité. Suzanne est devenue une icône du mal, son visage apparaissant sur les couvertures de magazines et dans les émissions de télévision. Chaque sortie de prison temporaire, chaque bénéfice accordé par la loi, rallume les débats sur la justice et l'éthique. Pour beaucoup, le récit médiatique a transformé un drame réel en un spectacle public, tandis que pour d'autres, c'était une façon de maintenir la discussion sur les facteurs psychologiques et sociaux qui ont conduit au crime. De plus, l'affaire a déclenché des débats sur la psychologie criminelle et le comportement humain. Les analystes étudient Suzanne comme un exemple de manipulation, de froideur émotionnelle et de narcissisme, mais discutent aussi de l'influence de l'environnement, des relations amoureuses et de la pression sociale. Daniel et Christian sont analysés du point de vue de l'ambition et de la loyauté familiale déformée, offrant une étude complexe de la manière dont la motivation personnelle peut se combiner de manière si mortelle avec une action criminelle. L'histoire a également suscité des réflexions sur la justice et la réintégration. Suzanne et les frères Cravignos ont purgé de longues peines, mais ont obtenu une progression de régime et des bénéfices prévus par la loi. Chacun de leurs mouvements en prison ou à l'extérieur rallume les débats sur la question de savoir si des personnes capables de crimes aussi odieux peuvent un jour retourner à une vie normale. La controverse persiste et l'opinion publique est toujours divisée entre ceux qui défendent la stricte application de la loi et ceux qui croient en la possibilité de réhabilitation. Sur le plan culturel, l'héritage de l'affaire est tout aussi profond. Livres, documentaires, films et séries ont raconté l'histoire de nouveau, explorant différentes perspectives. Cette pluralité de récits montre que la complexité du crime ne s'épuise pas dans les faits. Elle englobe les émotions, les interprétations, les jugements moraux et les dilemmes éthiques. Chaque nouvelle production renforce l'idée que l'affaire Richthofen est un phénomène social, psychologique et culturel qui suscite encore fascination et répulsion à la fois. Enfin, la réflexion peut-être la plus difficile est d'ordre personnel.
Le crime nous oblige à nous confronter à des questions qui n'ont pas de réponse facile. Dans quelle mesure connaissons-nous nos enfants ou nos proches? Quels signaux d'alarme ignorons-nous au nom de la confiance ou de la routine? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à choisir la mort de ses propres parents comme solution au conflit et au désir personnel? L'affaire Richthofen est avant tout une histoire qui défie la compréhension humaine. Elle n'offre pas de réponse simple, mais des leçons dures sur les choix, les conséquences et la complexité des relations familiales. Même des années après, elle est encore étudiée, débattue et rappelée, prouvant que certains crimes ne se limitent pas au passé. Ils restent vivants dans la mémoire collective, enseignant, choquant et provoquant de profondes réflexions sur ce que signifie être humain. Conclusion et appel à la réflexion. Un crime qui vit encore. Conclure le récit de l'affaire Richthofen n'est pas une tâche simple. Il ne s'agit pas seulement de raconter un crime ou de présenter un procès. Il s'agit de provoquer une réflexion sur les limites de la moralité, les liens familiaux, la nature humaine et la société qui observe tout cela avec effroi et curiosité. Pendant près de 2 décennies, le Brésil a suivi le destin de Suzanne von Richthofen. Daniel et Christian Cravinhos, cherchant à comprendre non seulement ce qui s'est passé cette nuit fatidique du 31 octobre 2002, mais aussi ce qui a précédé et motivé un acte d'une telle brutalité. Clore ce chapitre nécessite un regard courageux en arrière, sans simplification. Nous avons vu que Suzanne, une jeune femme de la haute société, en apparence éduquée et ayant toutes les opportunités, a été capable de planifier et de permettre le meurtre de ses propres parents. Daniel et Christian, des jeunes hommes impulsifs et ambitieux, se sont transformés en exécuteurs froids et déterminés. Le triangle qu'ils ont formé est une représentation extrême de la manière dont la passion, la cupidité et le ressentiment peuvent s'entremêler de manière mortelle. Ce qui rend l'affaire Richthofen encore plus troublante, c'est l'absence de réponse facile. La motivation de Suzanne va au-delà d'un simple désir de liberté ou d'héritage. Elle englobe un réseau complexe de sentiments contradictoires, amour, haine, rébellion et désir d'autonomie. Daniel, motivé à la fois par la passion et par l'intérêt, et Christian, sous l'influence de son frère et de la perspective de gain, montre que le crime ne naît pas dans l'isolement, mais à partir de relations humaines intenses et souvent déformées. En réfléchissant à ce crime, des questions universelles surgissent. Dans quelle mesure connaissons-nous ceux que nous aimons? Comment les liens familiaux, l'autorité des parents et l'influence des partenaires peuvent-ils être manipulés dans des situations extrêmes? Et surtout, comment la société doit-elle réagir face à des jeunes qui commettent des crimes aussi odieux? Ces questions ne défient pas seulement le bon sens, mais provoquent également des débats sur la psychologie, l'éthique et la justice. L'héritage de cette affaire ne se limite pas au passé. Suzanne et les frères Cravinhos ont purgé de longues peines, mais restent des figures publiques constamment rappelées et discutées. Chaque sortie temporaire, chaque nouvelle sur leur vie en dehors de la prison, ravive la discussion sur la justice, la réhabilitation et la moralité. Ce phénomène montre qu'un crime, même commis dans le secret, n'est jamais vraiment clos. Il se projette sur la société, se transformant en une histoire continue qui enseigne et avertit. De plus, l'affaire Richthofen est devenue un point de référence culturelle. Des livres, des documentaires, des films et des séries revisitent l'histoire, explorant les différentes facettes de la tragédie, questionnant les motivations, les récits et les conséquences. Chaque nouvelle production apporte un regard différent, renforçant la conviction que l'histoire ne s'épuise pas dans les faits, mais vit dans les interprétations, les analyses psychologiques et l'impact émotionnel qu'elle suscite encore. Pour le public, cela signifie que la narration d'un crime ne se termine pas au tribunal. Elle reste vivante, provoquant le choc, la curiosité et une réflexion constante. L'affaire laisse également un avertissement silencieux aux parents, aux éducateurs et à la société tout entière. Les signaux de conflit, de mécontentement ou de manipulation peuvent être subtils, mais ils ont le potentiel de provoquer des conséquences irréversibles. L'histoire de Suzanne Richthofen est un rappel cruel que la confiance aveugle et la sous-estimation des tensions familiales peuvent être mortelles. En fin de compte, la conclusion de ce script n'a pas pour but de fournir des réponses définitives. La véritable leçon de l'affaire Richthofen réside dans la réflexion sur la fragilité des liens familiaux, sur la capacité humaine à commettre l'inimaginable et sur la façon dont les passions, les ambitions et les ressentiments peuvent se transformer en de véritables tragédies. Pour ceux qui ont suivi cette histoire, la question reste tout aussi pertinente aujourd'hui qu'en 2002.
Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à ouvrir la porte de sa maison à la mort de ses propres parents? Peut-être ne le saurons-nous jamais pleinement, mais comprendre le contexte, les relations, la psychologie des personnes impliquées et les conséquences sociales est le chemin le plus proche pour tenter d'y répondre. L'affaire Richthofen n'est pas seulement un crime, c'est un miroir de la société, de la moralité et de la complexité humaine. En l'étudiant et en y réfléchissant, nous sommes invités à regarder nos propres relations, les limites de la confiance et les risques cachés dans les foyers apparemment parfaits. Et surtout, elle nous rappelle que certaines histoires restent vivantes, non seulement dans la mémoire de ceux qui en ont été témoins, mais dans les enseignements qu'elles laissent pour toutes les générations à venir.